Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, un chiffre qui va marquer les esprits en cette fin de semaine et sans doute pour encore quelques jours, le chiffre de l'emploi américain pour le mois de février qui défie le consensus des économistes. Le chiffre ressort peut-être 2 fois au-delà de ce qui était attendu en moyenne par les économistes, avec près de 380 000 créations d'emplois au mois de février aux États-Unis, une forte création d'emplois dans le secteur privé. Le taux de chômage recule encore de 0,1 point à 6,2%, un chiffre explosif qui a un peu secoué les marchés, même si les choses se stabilisent au moment où on se parle, notamment sur les marchés américains. Mais oui, on a vu le 10 ans américain qui réagissait fortement. Jérôme Powell nous a dit hier que les mouvements n'étaient pas encore suffisamment désordonnés pour impliquer la Réserve fédérale américaine dans une réaction vis-à-vis des mouvements du marché obligataire. Et donc on a vu le 10 ans américain qui franchissait à nouveau les 1,6% au plus haut de l'année. Le taux est un peu redescendu désormais entre 1,55 et 1,60%. Le dollar également qui réagit très fortement à l'inverse du consensus de début d'année. Non, le dollar est en train de se renforcer encore un peu plus aujourd'hui avec un euro-dollar notamment qui retombe à 1,19. Et puis autour des sujets de l'inflation, la question des matières premières et un price action très fort encore sur les prix du pétrole aujourd'hui qui se sont envolés déjà hier de 5% après que l'OPEP a décidé de ne pas modifier ses quotas de réduction de production pour le mois prochain. Le pétrole continue sur sa lancée avec une progression de l'ordre de 3% encore aujourd'hui. À propos de pétrole, intéressant de suivre les annonces de Volkswagen aujourd'hui dans l'électrique, des ambitions démesurées peut-être même pour le groupe allemand. On parle de la marque Volkswagen qui avait l'ambition en 2030 de détenir 35% de parts de marché sur l'électrique en Europe. Cet objectif a été doublé. Volkswagen veut 70% de parts de marché sur l'électrique en Europe et 50% de parts de marché sur l'électrique en Chine et aux États-Unis. Pour cela, le groupe prévoit d'investir 16 milliards d'euros dans les prochaines années. Il y aura plus de changements dans les années à venir que dans toute l'histoire de Volkswagen. Voilà ce que déclara aujourd'hui le patron de la marque à l'occasion de la présentation de ce plan stratégique. On parlera de tous ces sujets, des sujets de marché évidemment avec nos invités dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure, chaque vendredi soir, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, la leçon de trading. Attention au gap, on parlera des trous de cotation, mythes et réalités autour des gaps de marché. On en parlera avec Romain Dobré qui sera avec nous donc en plateau, en direct à partir de 19h15. Résumé d'une séance encore animée sur les marchés qui se termine dans le rouge en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,82% à 5 782 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui montrent une amélioration plus forte que prévue au mois de février. 379 000 emplois ont en effet été créés le mois dernier aux États-Unis, portant le taux de chômage à 6,2% en repli de 1 point. Ces chiffres rassurants sur la reprise économique ont cependant eu pour effet de faire gonfler encore un peu plus les rendements américains, du moins temporairement. Le taux à 10 ans a atteint 1,61% avant de redescendre aux alentours des 1,57% ce soir. Le taux à 30 ans est lui à présent aux alentours des 2,30%. Un contexte qui a poussé les investisseurs à suivre de près les déclarations de Jérôme Powell lors d'un webinaire organisé hier par le Wall Street Journal. Celui-ci a rappelé que la politique de la Fed reste appropriée face à la situation actuelle des rendements obligataires. Et s'il a rappelé que la Fed ne réduirait pas son programme de rachat d'actifs, il a également écarté un renforcement de ceux-ci afin de contenir l'envolée des taux obligataires. Du côté du pétrole à présent, dont le baril de Brent se rapproche des $69 ce soir, l'OPEP a fait part de sa décision de ne pas relever sa production pour le mois d'avril. Favorable à cette décision, l'Arabie Saoudite a même pris la décision de son côté de réduire sa production d'1 million de barils par jour.
Du côté des statistiques à présent, le déficit de la balance commerciale de la France atteint 3,9 milliards d'euros en janvier, soit légèrement plus que les 3,6 milliards d'euros au mois de décembre. Une progression du déficit qui s'explique par une progression plus forte des importations que des exportations. Et aux États-Unis, le déficit commercial continue à se creuser également. Celui-ci passe de 67 milliards de dollars en décembre à 68,2 milliards de dollars en janvier. Un recul un peu plus important que ce qu'en attendaient les analystes. Du côté des valeurs à présent, Dassault Aviation annonce tout d'abord des résultats en recul pour l'année 2020 avec un résultat net consolidé de 303 millions d'euros contre 713 millions d'euros en 2019. En ce qui concerne 2021, le groupe prévoit une hausse de son chiffre d'affaires avec notamment la livraison prévue de 25 avions Rafale ainsi que 25 avions Falcon à l'export. Dassault Aviation qui versera un dividende de 12,3 euros par action au titre de 2020 après avoir supprimé son dividende en 2019. On note également que Stellantis a fait savoir qu'il compte distribuer sa participation dans Faurecia à ses actionnaires aux alentours du 22 mars. Une participation à hauteur de 39% dans l'équipementier automobile qui sera distribuée à hauteur de 0,017 actions Faurecia pour chaque action Stellantis détenue. Stellantis qui compte également distribuer 308 millions d'euros en numéraire à ses actionnaires, correspondant au produit de la vente de 7% environ du capital de Faurecia. CGG prévoit de son côté une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires en 2021. Après avoir affiché une perte nette de 438 millions de dollars l'année dernière, le groupe anticipe également un flux de trésorerie positif cette année. Et on notera également du côté des valeurs toujours que l'État français a de son côté répondu à la famille Duval qui avait demandé un changement de direction au sein d'Eramet. L'État français n'est de son côté pas favorable à ce changement de direction selon une source proche du dossier citée par l'agence Reuters. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle en Allemagne, mais également de l'indice Sandix, de la confiance des investisseurs en zone euro pour le mois de mars. Et les investisseurs qui suivront également la semaine prochaine, jeudi, le conseil des gouverneurs de la BCE, dans ce contexte toujours de flambée des rendements obligataires. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir et bienvenue Alain. Bonsoir Grégoire. Christophe Barraud, à vos côtés, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci beaucoup à Philippe Wechter de nous accompagner également en visioconférence. Bonsoir Philippe. Vous êtes directeur des études économiques d'Ostrom Asset Management. Je commence avec les économistes. Christophe, sur le rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis, un des chiffres les plus importants dans le monde des marchés financiers. Chiffre aussi, je le rappelle, à chaque fois toujours fortement révisé. Mais c'est vrai que la première estimation montre quand même des créations d'emplois très dynamiques pour le mois de février. 379 000 créations d'emplois. Le marché, les économistes attendaient un chiffre autour de 200 000. On est très au-delà. Le chiffre de janvier est révisé à la hausse. On était à 49 000 en première lecture. On est à 166 000. On montre bien l'ampleur des révisions qu'on peut avoir d'un mois sur l'autre. Et le taux de chômage passe de 6,3 à 6,2%. Que nous dit ce rapport, Christophe? On peut retenir plusieurs choses. D'abord, largement au-dessus février, donc 379 000. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là surprend à la hausse, alors qu'il y avait un certain nombre de facteurs négatifs encore qui pesaient sur l'économie et sur le marché de l'emploi. On a vu que quasiment toute l'économie américaine était encore sous restrictions. Donc ces restrictions, on le voit également, sont en train de se lever petit à petit. Donc on va aller encore sur une situation qui va s'améliorer. Sur le côté aussi climat, parce qu'il y a eu tout un tas de désordres climatiques. On a pu, si on regarde dans le détail en fait des statistiques, on voit qu'on avait à peu près sur les personnes qui n'ont pas pu travailler à cause du climat, c'est 3 fois la moyenne à 10 ans de février. Donc on a eu vraiment un facteur négatif aussi sur ce mois-là. Et donc on peut très bien viser un chiffre de 500 000, 600 000 pour le mois prochain. Donc vraiment une dynamique plutôt positive, donc avec cette révision aussi de janvier. Donc un marché de l'emploi qui est plutôt résilient. Et l'autre petit point aussi intéressant, c'est que sur ces 379 000, vous en avez 94% qui vient du secteur donc privé. Loisirs et hospitalité. Loisirs et hospitalité. Donc ça réouvre progressivement et on a vraiment, il y a un gros momentum dans ce secteur-là.
Et on peut se dire que ça va se poursuivre et se normaliser petit à petit. Donc c'est aussi pour ça qu'en mars, on peut s'attendre à encore un gros chiffre, probablement au-dessus des 500 000. Ouais. Peut-être 1 million, on ne sait pas. Philippe Wechter, effectivement, cette dynamique de reprise qu'on commence à voir à travers le marché du travail américain. On avait été marqué par les ventes au détail précédemment. Là, c'est la dynamique de l'emploi qui a eu un moment de flottement, mais qui semble repartir là franchement de l'avant. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on attend des chiffres qui vont arriver dans les prochains mois? Il y a plusieurs choses. Ce que disait Christophe est fondamental. C'est-à-dire que sur les 379 000 emplois qui ont été créés, il y en a 355 000 dans les loisirs et l'hébergement. Donc ça veut dire que l'économie est moins contrainte par des mesures administratives et donc chacun reprend sa place. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que effectivement la situation retrouve une allure plus normale sur l'économie. Premier point. Le deuxième point, néanmoins, c'est que on constate que tous les secteurs de l'État, des gouvernements, voient leur emploi baisser de façon significative. Et il y a, dans les emplois qui ont été perdus depuis février 2020, il y a à peu près 1 million d'emplois sur l'éducation. Ça veut dire que le système a encore des fragilités importantes. L'autre élément qu'on doit souligner, c'est que effectivement, le taux de chômage est à 6,2%. Tout le monde s'en réjouit. Le Conseil d'analyse économique, le Council of Economic Advisors de la Maison-Blanche, fait un calcul un petit peu différent. Il est de dire quand on regarde le taux d'activité, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont au travail ou qui voudraient travailler, depuis le début de la crise, il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont sorties de cette configuration, ça veut dire qu'ils sont sortis du marché du travail. Si on regarde les statistiques qui ne sont pas toujours très précises dans le rapport de l'emploi, il y a des gens qui ne travaillent pas mais qui sont malgré tout dans ce rapport. Ils disent quand on essaye de corriger ces éléments-là, le taux de chômage est probablement plutôt proche de 9,5%. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que on n'est pas encore dans une situation de tension sur le marché du travail. Et d'ailleurs, ce rapport nous dit qu'il faudrait plus de 2 ans au rythme du mois de février pour retrouver, pour clore le gap d'emplois perdus. Il y a encore 9,5 millions d'emplois qui ont été perdus, qui sont perdus par rapport à février 2020. Et donc, ça va prendre du temps parce que 379 000 emplois, ça reste malgré tout un chiffre très élevé aux États-Unis, bien supérieur à la moyenne. C'est quelque chose qui va au-delà de l'augmentation de la population active. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre remarque, pour faire un lien avec Jérôme Powell, c'est qu'il y a quelques semaines, Jérôme Powell, il n'y a pas très longtemps, Jérôme Powell nous disait le taux de chômage que nous considérons, nous, à la Fed, est probablement plus proche de 10% que du taux officiel. Et donc, on comprend bien, sous cet éclairage, que la Fed considère qu'il y a encore des déséquilibres très importants au sein de l'économie américaine et qu'il n'y a pas, d'urgence à intervenir, à changer de stratégie, c'est clairement ce qu'a dit Powell, mais il n'y a pas non plus forcément urgence à changer de stratégie, à acheter davantage d'actifs parce que très rapidement, ces fragilités qu'il existe encore dans l'économie américaine pourraient peser sur les taux d'intérêt. En d'autres termes, les tensions sur l'appareil productif, sur l'économie américaine ne sont pas encore suffisantes et la Fed n'a pas envie de perdre des moyens en intervenant trop rapidement dans cette configuration-là. Donc, c'est comme ça que j'interprète les propos de Jérôme Powell hier soir. Et en fait, la Fed veut prendre son temps et ne pas réagir trop vite aux évolutions, même si les taux ont effectivement largement progressé depuis le début de l'année. Alain, comment vous regardez alors ces grands équilibres de marché entre la dynamique de l'économie américaine, une Fed pour l'instant qui estime que les mouvements sur le marché obligataire
sont plutôt appropriées. En tout cas, la Fed est confortable avec ces mouvements de taux qui ont quand même des impacts. Alors, ce sont des secousses qui durent parfois quelques heures à peine, parce qu'au moment où on se parle, le Nasdaq est en train gentiment de revenir vers l'équilibre. Mais on a vu tout de suite, dès que les taux longs se tendent aux États-Unis, le Nasdaq perd immédiatement 2%. Et puis, voilà, il y a un jeu de stop and go, évidemment, qui se met en place. Comment vous regardez cette situation actuelle ? Alors, l'évolution actuelle et les nouvelles qui sortent montrent effectivement que l'économie américaine s'améliore un petit peu de tous les côtés, que la reprise de l'emploi, accélération un peu de l'inflation, on est à un chiffre d'1,4%, un redémarrage qui va être aidé par une vaccination qui est plus avancée que chez nous. Le Texas, cette semaine, qui a supprimé le port du masque, qui a rouvert les magasins, et effectivement des chiffres qui montrent que l'hôtellerie, la restauration, loisirs, ça revient. On en rêverait en Europe, mais voilà. Et donc tout ça... Fin mai, tous les adultes seront vaccinés. C'est l'horizon qui a été donné par Joe Biden il y a quelques jours. Disons que voilà, avec l'avancée de la vaccination, on se rapproche d'une période où beaucoup de choses vont redevenir possibles. Les marchés l'ont anticipé depuis un certain temps. Et aux États-Unis, plus qu'en Europe, ça se traduit aussi par une composante sur les taux, puisque le 10 ans, qui était encore autour de 1% fin décembre, et a tutoyé cette semaine, la semaine dernière, il a cassé les 1,6, il est revenu, puis là, il retutoie à nouveau les 1,6. Effectivement, parce que la Fed ne semble pas, pour l'instant en tout cas, vouloir siffler la fin de partie, et elle laisse gentiment les taux monter. Je crois que une des raisons, c'est que... C'est un mouvement qui est gentil. Aujourd'hui. Non, mais c'est un point clé, parce que Jérôme Powell dit, si ça devient désordonné, on interviendra. Sous-entendu, à ce stade, c'est pas un mouvement désordonné du point de vue des banquiers centraux. Disons que dans les variations de taux, il y a le niveau absolu et la vitesse à laquelle ça bouge. En termes de niveau absolu, pour ce qui est, il y a deux types d'acteurs qui peuvent être gênés, au-delà de la valorisation boursière, dans la vraie vie, c'est combien ça coûte d'emprunter de l'argent. Donc ça peut être les ménages qui pourraient freiner leurs achats immobiliers si les taux montent trop. Ça peut être les entreprises qui verraient leur capacité d'endettement réduite, ou surtout les États qui ont maintenant des dettes colossales. Donc si les taux montaient vers 2, 3... à 3%, des dettes sur PIB à 100%, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, on n'est pas à 1,6%, ça monte, mais c'est pas encore... si on en restait dans ce genre, ou même si on allait à 2%, tant pour les ménages que pour les entreprises, ou même pour les États, ça reste des niveaux à peu près soutenables. Donc, dans la mesure où l'économie s'améliore, il n'y a pas de raison que la Fed, pour l'instant, soit trop agressive pour freiner ça, d'autant plus qu'à mon avis... Un des messages, la BCE d'ailleurs ne dit pas tout à fait, ne dit ce qu'on ne viendrait pas, c'est que les marchés ont un peu beaucoup monté. Et donc si ça se traduit... Non mais quelque part... Là, il est content de voir le Nasdaq qui a perdu 10%. Le message, j'imagine, je ne suis pas à leur place, mais les autorités de marché considèrent toujours que si ça monte trop vite, il y a un jour un risque de bulle, etc. Donc bulle ou pas bulle, je sais qu'il y a eu un débat. Mais voir une petite correction sur certains marchés, tant qu'elle n'est pas cataclysmique... et que les taux montent, mais pas trop, il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que Powell vienne au secours du Nasdaq, en gros. En décembre 2018, quand ils avaient passé une dernière hausse de taux avant d'arrêter le cycle, le marché américain avait perdu 20%. Donc... on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Le Nasdaq a seulement perdu 10%. Voilà. Mais on voit qu'en Europe, par exemple, la BCE, cette semaine, je ne sais pas si elle a acheté du 10 ans, mais probablement que la BCE était un peu plus interventionniste. On le saura lundi. Chaque semaine, on a effectivement les achats de la semaine passée réalisés par la Banque Centrale Européenne. Il est dans un sweet spot, là, Jérôme Powell. Il s'exprime depuis la semaine dernière. Il a du temps. Et alors, il nous dit, évidemment, il y a encore 10 millions de jobs à recréer aux États-Unis. Ça, c'est quand même un argument très fort qui ancre la position de politique monétaire aujourd'hui, mais sur les mouvements de taux, il est très à l'aise, visiblement. Oui, après, il y a une réalité aussi derrière, c'est que le mouvement de taux est là parce qu'on revoit aussi en hausse les perspectives de croissance. Si on regarde un peu le consensus, je crois qu'il était à 4% il y a un mois, aujourd'hui, maintenant, c'est 5% aux États-Unis. Donc, il y a une réalité aussi économique et des fondamentaux derrière le mouvement de taux. Donc, s'opposer à cette réalité, ça apparaîtrait un petit peu risqué aujourd'hui, à mon avis. Donc là, il est plutôt dans un confort en se disant, bon, bah voilà, il y a une réalité, je la laisse. Par contre, si vous avez des taux qui montent de 20-30 BP en une journée, ou s'il y a des problèmes encore de liquidité, comme on a pu le voir, là, ça pourrait être un motif à intervention. Mais intervention ne veut pas forcément dire aussi rachat massif d'obligations, ça peut être autre chose, ça peut être ciblé, ça peut être des opérations de twist.
le panel est encore relativement large. Aujourd'hui, le mouvement, enfin moi tel que je le perçois, je le trouve plutôt sain, dans le sens où il y a une amélioration des perspectives aux États-Unis. Il y en aura potentiellement encore parce que voilà, la vaccination va plus vite que prévu, qu'il y a le stimulus fiscal. Au départ, on se disait sur les 1,9, il va en rester 1,1, 1,3. Finalement, il va en rester peut-être 1,7 ou quelque chose comme ça. Cette semaine, on a des discours au niveau d'un potentiel plan d'infrastructure qui viendrait après. Donc, il y a vraiment une dynamique fondamentale derrière. Et ce n'est pas de la spéculation ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, peut être confort. Et en plus de ça, si on regarde au niveau mondial ce qui se passe, le mouvement n'est pas côté des États-Unis, il est ailleurs. Et la révision des perspectives, alors elle est peut-être moins positive ailleurs, mais elle est positive sur quasiment toutes les zones. Ouais. Donc on est dans une dynamique plutôt favorable où il n'y a pas forcément d'intérêt à freiner la hausse des taux. Si on prolonge ou si on se maintient dans ce scénario un peu rose, un peu idéal, le scénario parfait, à combien peut monter la croissance américaine cette année selon vous, Christophe ? Nous aujourd'hui on est à 6,5, mais honnêtement, ça pourra aller beaucoup plus haut. Tout dépendra si ce fameux plan d'infrastructure revient sur la table ou pas. Et il y a une autre composante, c'est donc le surplus d'épargne accumulé par les ménages, donc qui est de quasiment 2 trillions, on peut l'estimer. Ce sera fin du T1 ou début du T2, selon que le prochain plan soit effectif dès la fin du trimestre ou au début du second. C'est comment ce surplus d'épargne va revenir dans l'économie. Alors il y aura un petit bout, bien entendu, sur la consommation directe, mais on sait qu'il est aussi concentré sur les ménages ayant les revenus les plus élevés, et généralement, eux, ça va être soit par le biais des investissements sur les marchés, soit aussi par l'immobilier. Donc ça, c'est une composante qui va être intéressante en termes d'impact sur la croissance. Philippe Wechter, est-ce qu'on peut concevoir que la croissance américaine cette année sera plus forte que la croissance chinoise, par exemple, puisque les officiels à Pékin, avec le congrès annuel de l'Assemblée populaire, nous disent on vise 6% plus, un peu plus de 6%. Je crois que le consensus des économistes est bien au-delà, mais est-ce qu'on va avoir un match entre l'économie américaine et l'économie chinoise cette année, Philippe ? Sauf catastrophe, non, pas franchement, parce que quand on regarde l'économie chinoise, l'acquis de croissance à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire l'avance qu'on a sur le chiffre de croissance pour 2021 est déjà de 6,1%. Donc il faudrait, s'il ne se passe rien en Chine tout au long de l'année 2021, on sera à 6,1%. On peut imaginer que l'économie chinoise continue de progresser cette année. Et donc, le chiffre de 6% qui a été présenté hier ou avant-hier par le Premier ministre chinois est extrêmement conservateur. Donc, on n'est pas encore dans ce jeu-là. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, on n'anticipe pas de catastrophe en Chine qui inciterait à imaginer que les chiffres soient fortement révisés. Juste pour revenir sur l'évolution des taux, moi ce que je trouve intéressant depuis une semaine à peu près, quand on regarde les obligations indexées sur l'inflation américaine, c'est que le taux réel à 10 ans a tendance à remonter. Ça veut dire que effectivement, comme le soulignait Christophe, les perspectives d'activité prennent le relais. C'est-à-dire que la remontée des taux a été essentiellement sur la partie inflation, avec une composante pétrole très importante. Le pétrole a augmenté depuis le début du mois de novembre de façon très importante, à peu près $20, ce qui est même un peu plus si on regarde les chiffres de ce soir. Donc c'est quelque chose de significatif et qui fait que effectivement les taux d'inflation cette année seront plus élevés qu'en 2020. Donc il y a eu ce premier mouvement avec en plus toutes les discussions sur est-ce que le plan va créer de l'inflation ou pas. Ça, c'est une autre problématique. Mais on avait cette composante inflation qui progressait très vite. Elle est aujourd'hui en partie compensée par la hausse des taux réels. C'est-à-dire que effectivement, les investisseurs commencent à considérer que l'économie va aller mieux durablement aux États-Unis. On n'est pas encore sur des niveaux de taux réels très élevés,
mais on a, semble-t-il, changé de braquet. Et ça, c'est une dimension qui est intéressante à observer et qu'on regarde très, très régulièrement. Donc ça veut dire que, effectivement, l'économie américaine retrouve de l'allant et on le retrouve un peu partout. Moi, je trouve intéressant, quand on regarde, par exemple, les enquêtes Markit qui ont été publiées cette semaine, l'indice composite au sein de la zone euro est bien meilleur que celui qui avait été publié dans les données avancées. Ça veut dire que, entre-temps, les données qui sont rentrées dans les machines de chez Markit étaient plutôt meilleures que celles qui étaient rentrées en début de mois. On le voit sur un indicateur que j'aime bien, que l'INSEE a mis en avant, mais qui est pertinent sur le profil du cycle, qui est le trafic routier. Le trafic routier est aujourd'hui un peu supérieur, très marginalement, à la moyenne des dernières années. Ça veut dire que, et comme cet indicateur est bien corrélé avec le cycle, eh bien on est passé d'une situation plutôt négative en termes d'activité à quelque chose de plutôt neutre. Et on peut peut-être, si on a envie d'y croire, imaginer que la situation va continuer de s'améliorer. En d'autres termes, la situation est en train de changer parce que, effectivement, chacun d'entre nous a le sentiment que la crise est en train de peut-être de se terminer. C'est la peur du virus qui a diminué, Philippe, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que les restrictions, elles sont toujours en place, effectivement. En tout cas, la peur du virus a diminué. Mais quand vous avez des campagnes de vaccination, ou quand on vous dit le vaccin tel que vous l'avez vous empêche a beaucoup de vertus, d'un seul coup, vous changez de perception. Le risque n'est plus tout à fait le même, et progressivement, à des rythmes différents, vous relâchez la prudence qui était la vôtre. Il sera extrêmement intéressant de suivre en mars et avril les comportements observés en Angleterre, où les taux de vaccination sont beaucoup plus élevés qu'en Europe continentale et beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis. Comment les Anglais vont réagir à cette situation, et probablement que du côté des entreprises, l'incertitude va se réduire, du côté des ménages aussi, et la question de qu'est-ce qu'on fait de l'épargne accumulée par le passé, on verra, mais celle-là, elle est accumulée, elle ne sera pas immédiatement dépensée en consommation directe, mais ça veut dire que chacun d'entre nous va avoir un comportement plus normal dans sa répartition entre consommation et épargne. Et ça va être un support pour l'activité économique. Ouais, les comportements, je me souviens, au temps des confinements, les comportements anticipaient généralement les annonces de confinement, se modifiaient avant même l'entrée en vigueur des restrictions. Et là, à l'inverse, les comportements vont commencer à anticiper les déconfinements, les jours de libération. Le Freedom Day au Royaume-Uni a été fixé le 21 juin, je vous rappelle, avec déjà des mesures d'assouplissement qui entreront en vigueur au Royaume-Uni dès lundi prochain. Je reviens en marché avec vous, Alain Dubrul. Bon, les taux remontent, le marché tient à peu près, mais il y a quand même des segments de marché qui sont affectés par cette remontée des taux longs. On parle du Nasdaq qui a perdu 10%, des valeurs les plus richement valorisées. En tant que gérant, est-ce que déjà vous vous dites, tiens, c'est intéressant peut-être de regarder à nouveau ces valeurs, la tech, le luxe ou d'autres, ou est-ce que vous êtes toujours focalisé justement sur l'investissement tourné vers la réouverture des économies avant tout ? Alors, plusieurs commentaires. Le premier, ça serait que le fait que les taux montent, il y a certaines valeurs qui sont logiquement pénalisées, donc notamment toutes les valeurs qui ont un fort endettement ou qui ont des durations longues, typiquement les services collectivités, donc utilities, qui ont souffert dans les 4 dernières semaines. Ça, c'est assez normal. À l'inverse, des valeurs qui profitent de la hausse des taux, typiquement les banques, ça, c'est aussi relativement normal. Voilà. Le deuxième point, c'est que le marché aujourd'hui a plutôt tendance à baisser, pas énormément, mais avec de fortes variations, une grosse rotation sectorielle, effectivement, donc une rotation liée au taux, mais également une rotation en venant de la technologie. En toute rigueur, la technologie, c'est des sociétés qui ont plein de cash, donc la hausse des taux, ça ne les concerne pas directement, c'est des croissances rapides, donc la question n'est pas de savoir ce qu'elles feront dans 10 ans. Donc en termes de valorisation pure, elles ne devraient pas être pénalisées, pourtant elles le sont.
Donc moi, ça m'amène au point suivant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque part, on voit pas mal de réallocation, mais il n'y a pas beaucoup de nouvel argent aujourd'hui qui arrive. Donc les gens ont bien compris qu'on va sortir prochainement du Covid, que certaines entreprises dans les secteurs loisirs, enfin les secteurs qui ont souffert du Covid vont voir leur expertise s'améliorer. Mais comme il n'y a pas vraiment de flux de nouvel argent, pour l'instant, on vend ce qui a bien marché, Ouais, je comprends. typiquement la tech et autres, et on réinvestit dans ces autres domaines. Alors, je ne nie pas que sur certaines valeurs, de certains sous-secteurs, il y a eu effectivement des excès dans la tech. Toutefois, toutes les nouvelles que moi je vois en ce moment me paraissent plutôt éminemment favorables pour un certain nombre de valeurs technologiques. Donc certes, il y a une correction aujourd'hui, mais pour l'instant, je tiens bon dans ces valeurs-là parce que je pense qu'elles vont continuer à profiter de la reprise économique telle qu'elle s'annonce. Christophe Barrot, sur l'aspect purement marché, est-ce que tout ce qu'on vient de décrire là, est-ce que ça reste bon pour le marché action ? Ou est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, des fragilités, des questions à se poser sur le niveau de valorisation des marchés actions dans le contexte qu'on décrit, encore une fois, de fortes reprises, de remontée des taux? Encore une fois, un peu comme pour les taux d'intérêt, moi je pense que c'est relativement sain en termes de mouvement, parce que les secteurs qui vont se replier, donc la tech, etc., 10%, il faut voir d'où on vient depuis un an et dans quel environnement on était. Donc, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite sur certains secteurs, comme donc, la tech, évidemment, tout ce qui était aussi énergie renouvelable? Est-ce qu'il n'y avait pas eu un emballement vraiment marqué? Et donc, c'est simplement, on parle d'un retracement de 10% récent. Donc, ça me paraît pas non plus délirant aujourd'hui dans cette configuration. D'autant que il y a tout un tas de secteurs, matières premières notamment, banques, qui reprennent. Et qui... Tout ce qu'on n'investissait plus depuis des années se retrouve à nouveau investissable d'une certaine manière. Voilà, parce qu'on a un environnement macroéconomique qui est plus favorable. Alors après, ça peut paraître un peu contre-intuitif d'avoir des marchés qui baissent dans je dirais dans un segment macro plutôt favorable. Maintenant, il y a eu aussi peut-être des excès en termes de poids de certains secteurs, donc de poids de certaines valeurs, et c'est simplement une correction plus ou moins logique. Après, dans un contexte qui restera favorable, on aura forcément à un moment de l'argent nouveau qui va rentrer sur les marchés, peut-être au moment où il y aura des prochains stimulus, et ces valeurs-là repartiront. On voit qu'il y a on avait parlé entre nous des semi-conducteurs, mais les semi-conducteurs, je pense que c'est un très bon exemple. C'est des valeurs qui ont été massacrées, alors que géopolitiquement, c'est... Massacré, je précise, sur les dernières semaines. Parce oui, que, non, mais voilà, on est dans un horizon de temps un peu court. C'est un peu la matière première du futur. Évidemment. Il y a un boulevard, que ce soit sur le côté demande et aussi adaptation de l'offre, boulevard en termes de prix. Donc on sent bien que c'était plus un retracement sain et les perspectives sur certains segments sont encore là. Donc les gens y reviendront peut-être quand il y aura d'autres flux ou peut-être quand on aura une stabilité sur les taux d'intérêt. Tiens, à propos des semi-conducteurs, la petite parenthèse autour de Volkswagen, Alain. Les annonces, encore une fois, de Volkswagen aujourd'hui, je trouve, sont marquantes. La marque Volkswagen ambitionne 70% de part de marché dans l'électrique en Europe en 2030. Jusqu'à présent, ils avançaient plutôt 35% de part de marché. Donc c'est quand même un doublement. Et l'idée que Volkswagen va écraser le marché européen de toute sa puissance sur l'électrique dans les 10 prochaines années. Et je crois qu'en Chine, ils ne sont pas en reste puisqu'ils visent 50% de part de marché sur l'électrique, 100% électrique, aux États-Unis et en Chine. Quand on voit cette ambition, on se demande même si c'est pas totalement démesuré par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui va se passer sur ces marchés automobiles dans les prochaines années. Rappelons qu'ils ne font que le tiers de la capitalisation de Tesla, donc ça oui, permet de comparer éventuellement. Oui, mais bon, oui. L'autre point, c'est qu'en Europe, ils étaient devant Tesla déjà en 2020. Oui. Donc effectivement, dans le vieux monde de l'automobile, pense à l'électrique depuis un moment. Et effectivement, autant, je veux dire, en 2019, 2020, on savait qu'on devait y aller. Mais pour eux, c'était un peu une transition difficile parce qu'il fallait commencer à délaisser les lignes de production diesel qui étaient bien amorties, qui rapportaient beaucoup, etc. Il fallait investir massivement. Donc il y a eu toute une période un peu délicate pour le secteur parce que ça ralentissait avec le Covid a fortiori. Et en même temps, l'électrique, on savait qu'il fallait y aller, mais c'était des investissements, des lignes nouvelles, de la complexité. Maintenant, on arrive dans un point où, d'une part, les gammes commencent à arriver vraiment. Les infrastructures, c'est encore un peu tôt, mais on sent qu'elles vont se mettre en place. Et puis, avec le Covid et peut-être aussi la vague verte, de plus en plus de pays sont maintenant résolument décidés à... L'Angleterre, je crois, en 2030, à passer totalement à l'électrique, en tout cas à abolir le thermique.
Bon, à Paris aussi, mais Paris, c'est Paris. Paris n'est pas la France. Hein. Et puis également, je crois, en Norvège, c'est dès 2025. Donc il y a une véritable accélération, en fait. Et même la Chine, finalement, a pris maintenant une volonté très affirmée depuis 9 mois d'attaquer son bilan carbone, et ça passe entre autres par l'automobile. Donc on voit bien qu'au niveau mondial, il y a un engagement vers l'électrique qui est plus fort. Et là, typiquement, une valeur comme Volkswagen, qui à part Tesla, a été plutôt en avance sur ce segment, en tire d'ailleurs les bénéfices boursiers, puisqu'aujourd'hui, elle apparaît comme sans doute le numéro 2 de l'électrique après Tesla, en tout cas en termes de perspective. Donc ça joue effectivement beaucoup pour aider ce segment. Peut-être un point aussi, ce que je voudrais rebondir, c'est quand on écoute les entreprises, un point qui est de plus en plus prégnant, c'est la montée de l'inflation, ou en tout cas d'une hausse des coûts au niveau des matières premières. Mais bien sûr. On voit aussi l'Arabie Saoudite qui profite un peu de la situation pour laisser le pétrole. Qui aurait cru que le pétrole serait à $68 il y a un an? Mais en tout cas, le pétrole, ça monte, les matières premières montent. Il y a aussi tout simplement, dans certaines filières, on manque de composants. Alors, les semi-conducteurs, c'est évident. Mais il y a pas mal de sociétés électroniques qui commencent à vous dire qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Le fret entre l'Europe et entre l'Asie et l'Europe est un petit peu congestionné. Ce qu'on risque de voir aussi... Vous imaginez que ça puisse durer longtemps ou pas, Alain? Parce que là, on comprend, on est dans un espèce de choc, la demande qui se réveille, l'offre qui n'est pas encore totalement rétablie. On comprend bien cette idée-là, mais la question, c'est combien de temps est-ce que ça peut durer, ou en combien de temps ça va se résorber? J'ai envie de vous répondre, ça dépend sur quoi. Sur le fret mondial, sur le pétrole, sur ces trucs-là, globalement, ça fait 1 an que les gens ont une soif de consommer, et puis tout d'un coup, il y a ceux qui vont rester chez eux, et puis il y a ceux qui vont se lâcher. Donc il y aura peut-être une surdemande qui va créer à un moment des bulles de l'inflation. La demande l'offre ne va pas pouvoir répondre immédiatement dans certains segments à la demande. Donc là, ça va être un peu chaotique. Derrière, je pense que tout ce qui est la production globalement va s'adapter. Il y a quand même un territoire où je pense que la demande restera tendue, c'est précisément dans les semi-conducteurs. Ah oui. La pénurie peut durer un moment. Il y a une véritable accélération de la demande. Donc, dans le passé, en 1 an, 2 ans, on arrivait à faire de nouvelles usines, en fait. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les semi-conducteurs, ils sont partout. Et le fait que le mix change sur l'électrique, ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, il y aura encore plus de voitures. Donc, tous les investissements qui sont en cours pour augmenter les capacités vont probablement être rattrapés par la demande. Donc, sur des segments type électronique ou semi-conducteurs, on est sur une véritable accélération de croissance où probablement la demande va continuer à excéder l'offre pour un bon moment. Maintenant, sur des marchés comme le minerai de fer, ça fait 1 an, 1 an et demi qu'on se dit que quelque part les problèmes de production vont finir par être résolus et que finalement l'offre va répondre à la demande. On voit que ce n'est pas le cas. Au Brésil, c'est toujours compliqué de produire. La Chine et l'Australie ne sont pas en très bons termes. Et puis on nous parle d'une très grosse mine en Guinée qui arrivera en 2025, mais arrivera-t-elle vraiment ? Donc tout ça fait qu'on sait, aujourd'hui le minerai de fer il est à $170, la tonne à 62% de teneur. Beaucoup d'analystes pensent qu'à long terme il sera à 60. Maintenant on ne cesse de repousser cette perspective. En revanche, côté semi-conducteur, là l'accroissement de la demande va être tel qu'a priori ça va durer. On va se retrouver, Christophe, dans cette situation où alors, l'appareil productif a été d'une résilience incroyable à travers cette crise. On nous dit que la production tourne à plein régime dans plein d'endroits dans le monde, mais la vague de demande qu'on attend devant nous, là, qui va se réveiller, va mettre une tension telle que finalement peut-être que l'offre va restreindre la croissance là, dans certaines zones, dans certains secteurs. Sur certains segments, peut-être, notamment les semi-conducteurs, je pense que c'est clair, net et précis. Ça peut durer longtemps ? Sur les semi-conducteurs, ça peut durer assez longtemps, je pense, parce que les perspectives de demande étaient déjà extrêmement élevées. Oui. Elles le sont encore plus. Et je pense qu'il y a une dimension aussi géopolitique qui va être majeure pour les 3, 4, 5 prochaines années à venir. Donc ça pourrait être aussi une demande pour stockage, en essayant, c'est un peu ce qui s'était passé avec Huawei, en essayant d'éviter les sanctions ou ne pas être... Pardon. Désolé. Appel urgent, pas de souci. Ou ne pas être, je dirais, sous contrainte ou sous sanction de l'extérieur. Donc cette dimension-là aussi, géopolitique, peut jouer sur ce segment-là. Après, globalement, au niveau mondial, alors, bien entendu, on a une demande sur certains produits qui va être au-dessus des niveaux de Covid, sauf que côté production, il y a eu 2 phénomènes. Le premier, c'est que les entreprises ont liquidé leur stock, donc elles n'ont
sont à des niveaux extrêmement bas. Et en plus de ça, sur les lignes de production, soit elles ont maintenu la ligne de production, soit elles l'ont détruit. Donc il faudrait surcompenser. Donc on va avoir un phénomène, à mon avis, ça peut durer 2 trimestres approximativement, de surchauffe sur plein de secteurs possibles. Et notamment, je pense que le fret est un bon exemple, parce que si on regarde aujourd'hui, en plus avec les effets de base, si on regarde le Baltic Dry Index, l'Arpex, etc., on est vraiment sur des variations en rythme annuel qui sont à 3 chiffres. Ouais. Donc on est une situation un peu inédite, et il faut que les entreprises se réalignent. Et là où c'est intéressant, le moment est intéressant, c'est que l'année dernière, en fait, on a eu une reprise qui est venue des consommateurs, qui est venue côté demande, mais les entreprises étaient là à regarder, pas forcément sereines pour investir, parce que pas de perspective avec le virus, vaccin, etc. Aujourd'hui, c'est différent. On va avoir une deuxième phase de reprise où là, il y aura la demande, le consommateur, c'est certain, mais en plus, il y a les entreprises. Et il y a des phénomènes aussi qui étaient particuliers l'année dernière, donc le pétrole. Et on a vu bien que les investissements dans ce secteur-là étaient à zéro, voire négatifs. Or là, on a un rattrapage aussi là-dedans. C'est très intensif en importation, donc on a des mouvements en fait sur le commerce mondial qui risquent d'être sans précédent et sûrement supérieurs aux attentes. Philippe, un mot sur alors effectivement, ces déséquilibres-là entre l'offre et la demande auxquels on s'attend. Et puis, moi, ce qui me frappe, c'est que je vois effectivement dans les enquêtes que vous regardez, bien sûr, auprès des directeurs d'achat, les prix payés explosent. Bien sûr, le coût des matières premières explose. Et par contre, à la sortie, les entreprises, pour l'instant, visiblement, ne transmettent pas ces hausses de prix. Oui, mais ça c'est assez habituel. Ce qu'on voit effectivement, que ce soit en zone euro ou que ce soit aux États-Unis, cette composante prix payé est généralement très bien corrélée avec l'évolution du taux d'inflation, et ça reflète un phénomène simple, c'est que l'inflation, la volatilité de l'inflation est liée essentiellement ces dernières années à l'évolution des matières premières et principalement du pétrole. Donc on évoquait le prix du pétrole qui est à 68 ou 69 $ ce soir. Il était à 43 en moyenne en 2020. Donc on a un mouvement très, très fort, mais on ne voit pas pour autant encore de pression sur le marché du travail, par exemple. Quand on regarde les indicateurs aux États-Unis, on peut regarder certains indicateurs sur les tensions que pourrait provoquer le marché du travail sur l'inflation sous-jacente. Pour l'instant, ça reste très ténu. Donc, on a une dimension qui est uniquement liée aux matières premières. Et c'est aussi pour cela que les banques centrales n'ont aucune envie d'intervenir sur cette question, même si l'inflation risque d'accélérer un petit peu plus vivement que ce qu'on anticipait. Mais sur la question des déséquilibres, ce qui est intéressant, c'est d'observer que depuis plusieurs mois maintenant, la situation sur le secteur industriel, qui était largement évoquée, a retrouvé une certaine normalité. Quand on regarde, par exemple, l'allure du commerce mondial, le niveau du commerce mondial, le volume des échanges, eh bien, on est revenu sur les chiffres de décembre. Alors, c'est décembre, mais depuis, ça ne s'est pas démenti. Quand on regarde les enquêtes dans le secteur manufacturier, on s'aperçoit qu'en décembre, l'évolution du commerce mondial est supérieure, le niveau du commerce mondial, est supérieur à ce qui était observé, à la tendance observée en 2018-2019. Donc on a déjà depuis plusieurs mois un retour de cette activité industrielle, et la grande fragilité, notamment en Europe, de l'activité est essentiellement celle des services. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on parlait du marché américain, en disant sur les 379 000 emplois, il y en a 355 000 qui viennent des loisirs et de l'hébergement. C'est-à-dire que le secteur des services est en train de retrouver de l'allure, mais tout ce qui touche à l'activité industrielle a déjà une situation qui est bien avancée, d'où ces tensions qui sont observées et qui reflètent, à mon sens, le fait que pendant 3-4 mois l'année dernière, les choses se sont arrêtées. Donc il y a eu un espèce de décalage qui s'est
qui s'est opéré en termes d'investissement sur les containers ou des choses comme ça. Donc on a une situation qui effectivement est un peu plus tendue sur les biens industriels que sur les services. Mais effectivement, on pourrait avoir, on va probablement sur un certain nombre de secteurs avoir des tensions de prix un peu plus fortes. Ça ne veut pas dire que l'inflation va s'accélérer brutalement parce que un secteur ne fait pas la tendance globale, mais on va avoir probablement une volatilité des prix beaucoup plus importante. Et ça traduira le fait que l'économie est en train de se reconstruire d'une certaine façon, et c'est ça qui va être intéressant à suivre. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Philippe Wechter, qui était avec nous à distance, directeur des études économiques d'Ostrom Asset Management. Alain Dubrul, avec nous en plateau ce soir, directeur de la gestion de Claresco, aux côtés de Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Dernier quart d'heure de Smart Bourse et comme chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonsoir Grégoire. Les gaps, chose promise, chose due, on s'intéresse donc au phénomène des trous de cotation pour essayer de traduire gap en français, gap dans l'univers des marchés. Justement, qu'est-ce qui définit un trou de cotation, un gap sur les marchés, Romain? Alors la définition académique, je prends celle de Edward Zemagi, un des fondateurs de l'analyse technique moderne, qui disent que c'est une zone de prix où au moment de sa formation, eh bien, aucun titre n'a été échangé. Alors ça a beaucoup d'implications, c'est une phrase courte, mais ça a beaucoup d'implications. Ce qu'on peut se dire, c'est que dans cette zone de prix, acheteurs et vendeurs n'ont pas pu ou pas voulu s'exprimer. C'est vraiment mais que manifestement, un des deux camps a pris la main. Donc on a une implication qui est plus ou moins forte, plus ou moins significative, et on va voir que c'est en fait son importance varie selon le positionnement, selon le moment où elle se trouve dans le marché, selon les volumes aussi autour de ça, et que donc c'est pas quelque chose de neutre, qu'il y a des moments où ça n'a pas d'intérêt, et on va le voir, et puis des moments où c'est assez significatif et c'est même très précis. Ça peut s'utiliser en trading de façon assez précise, assez significative. La signification et l'importance va varier selon qu'on assiste à un gap. Alors un gap intraday a très peu de valeur, ça veut dire que c'est probablement une valeur illiquide. En revanche, un gap journalier a un peu plus de valeur et jusqu'au gap mensuel qui a une valeur très importante et qui est évidemment d'autant plus rare qu'elle se produira sur des horizons de temps plus larges. Bon, justement, vous dites effectivement, déjà la première étape, c'est d'identifier l'importance du gap. Quelle est sa signification? Est-ce qu'il a de la valeur ou est-ce qu'il n'a pas de valeur? Exactement. Alors, certains, on peut les négliger, ils n'ont pas d'intérêt. On va essayer de déterminer lesquels ce sont. Globalement, ce qu'on peut utiliser, la valeur du gap, c'est de donner un niveau de support ou de résistance. Quand ils sont utiles, c'est ça que ça va donner. Et puis, un élément de force ou de faiblesse dans la tendance qui peut se détecter. Alors, ce qu'on peut dire parmi les généralités aussi, c'est qu'ils sont plus rares sur les actions que sur les indices, et ils ont plus de signification, ils sont plus importants sur les indices aussi. Mais donc, dans les deux cas de figure, on peut les utiliser, et ils existent assez fréquemment. On va le voir d'ailleurs sur l'indice CAC 40, puisqu'on a un exemple précis après. La grande question, est-ce qu'un gap a vocation à être comblé toujours? Non. C'est un non ferme et définitif. Non, parce qu'on entend, oui, les gaps sont toujours comblés, etc. Et en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut les regarder. Non, les gaps ne sont pas toujours comblés. Ils le sont parfois après plusieurs dizaines d'années. Donc, les gaps peuvent rester ouverts très longtemps. Donc, il y a des gaps là derrière nous qui remontent à des années. Sur les marchés américains, sur des valeurs qu'on comblera probablement jamais, qui sont étudiées, observées, suivies. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans le gap, et qui est plutôt instructif, c'est de dire que les marchés ont une grande mémoire. Et qu'en revanche, quand on s'en approche, là, ils vont avoir une valeur significative importante. On le voit avec le gap sur l'indice parisien qu'on avait ouvert le 24 février 2020 et qui est resté donc ouvert près d'un an et qu'on a fini par combler après un mois de lutte à l'intérieur du gap, entre 5767 et 5838,5 sur le futur CAC 40 qu'on a comblé cette semaine enfin et qu'on a mis presque un mois à combler. Et donc, un an à combler, mais presque un mois à l'intérieur duquel on a travaillé. Donc, ce sont des zones significatives, ce sont des zones que le marché observe et dont il se souvient. C'est ça qu'il faut regarder, plus que de se demander si effectivement tous les gaps sont comblés. La réponse c'est donc non, effectivement, ils ne le sont pas tous. Ils peuvent rester ouverts très longtemps et donc il ne faut pas se fier à ça pour essayer de travailler. Bon, il y a plusieurs types de gaps, 4 grandes catégories de gaps, Romain. Alors, le gap commun,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du gap commun? Pas grand-chose, justement, il n'a pas beaucoup de valeur, il n'a pas beaucoup n'en parle d'intérêt. On le sait, le problème, c'est toujours ça, c'est qu'on ne sait jamais exactement quelle va être la valeur d'un gap dès le début, mais on a des signaux qui nous permettent de le savoir. Donc le gap commun, il est souvent comblé dans les jours qui suivent, mais il n'a pas beaucoup de valeur technique, il n'est pas très important. On le met de côté et c'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Bon, mais juste à quoi on le reconnaît, le gap commun? Par extension, par élimination par rapport aux autres 3 autres gaps qui, eux, ont de la valeur selon l'endroit où ils se trouvent et la façon dont ils se positionnent. Donc le premier gap important, et c'est ce dont on parle peut-être le plus quand on regarde l'ouverture des marchés, c'est le gap qu'on peut avoir à l'ouverture parfois sur les indices c'est ça, à la reprise de cotation. C'est le gap d'ouverture qui devient ensuite gap de rupture, c'est-à-dire qu'il va rompre avec la tendance précédente, comme son nom l'indique. Celui-là est significatif, on se doute pourquoi, puisqu'il casse avec un environnement précédent qui est ça peut être un retournement de tendance, ça peut être donc une tendance baissière qui devient haussière, ça peut être une structure graphique de pause, et donc de rompre avec cette pause. Donc ça, c'est un intérêt. Il est rarement comblé, ça c'est un signal intéressant, et il se fait souvent avec des volumes qui sont significatifs, qui sont importants. Il est intéressant parce que, par exemple, en sortant d'une structure graphique, comme on parlait du trading range, on sait qu'il y a beaucoup de fausses sorties, la sortie d'un trading range en gap peut renforcer la probabilité de continuation de cette et la fiabilité de cette sortie, et donc le niveau d'intérêt. Alors on peut même pousser un peu plus loin. On sait que s'il est comblé sur des matières premières ou sur les actions, eh bien c'est un signe de faiblesse, plus que sur l'indice. Et en revanche, c'est Kirkpatrick et Dahlquist qui proposent ça dans leur livre d'analyse technique, qui donne une technique. Si au bout d'une demi-heure, il n'est pas comblé, c'est que probablement il est fort, ce gap d'ouverture. Et même on peut zoomer encore plus, prendre des bougies en 5 minutes ou des barres en 5 minutes. Et donc si les 3 premières barres forment un trading range, si le mouvement se poursuit dans la tendance du gap, c'est que le mouvement est très fort. Si le gap est comblé ou invalidé en sortant de ce range, et donc à l'opposé du gap, c'est que le mouvement est plutôt faible. Donc vous voyez, on peut arriver à un niveau de finesse assez intéressant avec le gap. On peut faire des choses qui sont assez précises. Et donc celui-là est rarement comblé, effectivement. Bon, à l'inverse donc du gap d'ouverture ou de rupture, il y a le gap de continuation, c'est ça, Romain? Celui-là est très intéressant parce qu'il donne déjà des éléments de force et de probabilité de poursuite du mouvement. Et en plus de ça, il donne en général la moitié du parcours du chemin. Donc on peut se baser sur la première partie du mouvement qui a eu lieu, en général avec le gap précédent ou un mouvement précédent, et considérer que ça c'est un gap qui va indiquer la moitié du parcours. Alors il peut y avoir, ça c'est aussi question d'interprétation, 2 ou 3 gaps de rupture d'affilée. Donc il peut y avoir un piège et considérer que ce serait être assimilé au 3e gap, le gap d'épuisement. On va voir qu'on a des astuces aussi pour se repérer et ne pas le confondre avec le gap d'épuisement qui est le 3e des derniers types de gap. Celui-ci non plus ne doit pas être comblé. C'est moins grave s'il l'est, et ça donne pareil des niveaux intéressants, des niveaux de support et de résistance. On peut remonter ses ordres stop, par exemple, au niveau de ce gap-là. C'est un point de repère pratique pour travailler, bien sûr. Bon, voilà pour le gap de continuation. Et donc, le dernier grand gap, c'est le gap d'épuisement, c'est ça, Romain? D'épuisement, son nom est très clair. Ouais. Alors, il a dit que la fin probable du mouvement en cours, ça peut être une pause dans le mouvement, c'est pas nécessairement un retournement de tendance. Il est d'autant plus probablement un mouvement de retournement de tendance qu'il est comblé dans les 2 à 5 jours, toujours selon Edward Zemaji. Et puis il indique qu'il est repérable parce que la faiblesse du mouvement a lieu, notamment autour des volumes. Ça, c'est un élément qui peut donner un indice complémentaire du fait qu'on est en face à un gap d'épuisement. Et en général, il se produit proche d'un objectif, proche d'un niveau de résistance important. Et donc, c'est là où on va pouvoir donc surveiller l'évolution des prix autour de ce niveau-là et voir que c'est probablement un gap d'épuisement, effectivement. Bon, alors, un exemple, vous nous proposez l'exemple d'Hermès. Je crois d'ailleurs que je me souviens de cette journée, parce que ça nous ramène pas si loin que ça en arrière. Fin février, ça devait être le jour de la publication des résultats d'Hermès. C'est exactement ça. C'est ça, et je me souviens très bien, on s'était vu ce jour-là, vous m'aviez dit, voilà, regarde la bougie sur Hermès, c'est pas joli. C'est pas joli. Non, et ça se confirme. Ça, ce sont des structures. Alors, j'ai pris un cas d'école un peu excessif, mais qui est intéressant. C'est un gap d'épuisement, clairement. Et puis, c'est surtout un spike aussi. Voilà, on l'a là. Donc, vous voyez le cadre en bleu. En fait, j'aurais pu l'agrandir jusqu'à la bougie verte, la mèche de la bougie verte précédente, la grande bougie rouge qu'on voit là. Donc, il y a un énorme gap, d'une part, et puis une bougie en étoile filante qui, en plus, derrière, indique que les vendeurs ont repris nettement la main. Et ça, en haut de marché, c'est ce qu'on appelle un spike. Donc, doubler un gap
tout en haut de marché aussi grand avec un retournement comme ça derrière, si en plus le lundi, enfin en l'occurrence c'était un lundi je crois, le jour suivant, eh bien il y avait un nouveau gap baissier, on est dans un cas de figure d'étoile du soir, et donc c'est un mouvement de retournement de marché assez puissant. Vu, hein. C'est exact. Donc, vous me l'aviez dit ce jour-là, je m'en souviens très bien. Il était effectivement, il est assez significatif et il était assez marquant. C'est pour ça que j'ai pris celui-là comme gap d'épuisement. Il est un peu caricatural, mais il a bien fonctionné. Bon, et puis alors sur le CAC 40, là aussi, donc une petite série de gaps, justement pour reprendre un peu les différents gaps, les différents trous de cotation qui existent. Romain, là on a toute la gamme qui est avec nous. Là. Parfaite, et c'est une séquence qui s'est produite très récemment entre le 2 février, le 5 février, le 15 février, et puis avec un petit piège, un gap de continuation qui n'était pas un gap d'épuisement. Alors on voit très bien qu'on avait une ligne de tendance baissière, donc jusqu'au 2 février. Le 2 février on ouvre, on avait parlé de cette zone d'achat potentielle, et on ouvre avec un gap qui n'est pas comblé, qui reste ouvert. Vous voyez qu'il est toujours ouvert, il reste incomblé à ce jour. Et il déclenche un mouvement haussier qui était avec du volume, donc un mouvement assez significatif. On a ensuite, c'est le 5 février, un deuxième gap, vous voyez, qui est avec le carré, le rectangle est marqué avec un cœur rouge, un gap de continuation, qui indique probablement la moitié du parcours qui nous reste à faire. Et donc, en dupliquant ce mouvement, le premier mouvement qui a eu lieu entre le premier gap de rupture et ce gap de continuation, on le duplique et on obtient une cible qui est aux alentours de 5776 points. Parfait. Or, on voit que le marché a continué. Je mets de côté le troisième gap qui est de continuation pour l'instant, et on va aller effectivement au gap d'épuisement. Or, c'était le 15 février, nouveau gap, qu'on pouvait considérer comme un gap d'épuisement. On va d'ailleurs ce jour-là chercher et dépasser un peu la cible. Et depuis, on constate que le marché, effectivement, a formé une pause assez significative. Il y avait moins de volume ce jour-là. On atteignait une cible, donc on est probablement en présence d'un gap d'épuisement. Donc, tous ces éléments pour vous donner que le fait qu'au moment du gap d'épuisement, on peut prendre du bénéfice. Ça, c'est techniquement intéressant, bien sûr. C'est un niveau sur lequel on peut remonter les stops. Et puis, ce piège avec le gap de continuation, donc, qui lui s'est produit le 8 février, dont le cœur c'est le petit rectangle dont le cœur n'est pas grisé, n'est pas rouge. Oui. Et celui-là, on aurait pu le prendre pour un gap d'épuisement, mais il y a deux choses. Non seulement il se produit avec du volume ce jour-là, donc il y a toujours de la force, et ensuite on n'est pas encore au niveau de l'objectif prévu par le doublement de la position avec le premier gap. Donc c'est un gap qui est assez piégeux. Oui, il y a des faux amis, c'est ça. C'est un élément d'analyse qu'il faut compléter avec d'autres paramètres. On se dit que voilà, on est trop proche du gap de continuation précédent, et que donc voilà, dans ce cas-là, on peut réutiliser la moyenne. Alors, je ne l'ai pas proposé là à l'écran, mais sur ce dessin-là, ce serait trop chargé. Mais on peut utiliser la médiane entre les deux gaps de continuation pour déterminer un objectif médian. Et on remarque qu'on est allé chercher effectivement des objectifs un peu supérieurs. Donc, ça sert à vraiment indiquer la moitié du parcours. Donc, un niveau significatif et précis. Et voilà, tout sur les gaps. Merci beaucoup Romain. Merci Romain Daubry qui est avec nous le vendredi pour la leçon de trading à partir de 19h15. Et on vous retrouve dès lundi, 12h30, avec nous en plateau, Romain, pour le plan de trading de la semaine prochaine. En tout cas, les équipes de Bourse Direct qui sont avec nous le lundi et le vendredi pour ces deux grands rendez-vous marquant la semaine de Smart Bourse. Romain Daubry, donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bon début de soirée, bon week-end. On se retrouve donc lundi en direct à 12h30.